Voilà. Tu es prêt? Ouais. Recording in progress. Ok. Alors maintenant, on va travailler sur Israël aujourd'hui. Donc, le 7 octobre. Déjà, est-ce que tu peux me parler du choc, du traumatisme, de ce qui s'est produit le 7 octobre dans la société israélienne? Parce que ça n'a jamais, ça s'était Bon, jamais produit. c'était un choc énorme à différents niveaux. D'ailleurs, c'était une surprise. Surtout que les informations sont arrivées petit à petit. Au début, on a entendu qu'il y avait une attaque, enfin, que des terroristes sont entrés en Israël et ont attaqué plusieurs villages. Et c'est seulement petit à petit qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de cette attaque. On parle aujourd'hui de 3000 soldats du Hamas qui sont, 3000 terroristes du Hamas qui sont rentrés en Israël. Je ne sais pas exactement, on le saura que plus tard, ce qui s'est passé exactement. Mais au fur et à mesure, on découvrait l'ampleur et aussi les atrocités qui se sont passées là-bas. Ça aussi, on ne l'a pas su tout de suite. Et ce qui a surpris tout le monde, c'était la question, mais où est l'armée? Mais où était l'armée? Un hélicoptère aurait pu arrêter une grande partie des dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette question-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Mais ce que ça a fait, c'est que d'un seul coup, on s'est rendu compte à quel point on était à découvert, c'est-à-dire à quel point on n'était pas sûr de nous. Alors que l'impression avant le sentiment avant le 7 octobre, c'est que bon, euh, tout le Hamas, le Hezbollah, ils peuvent faire des dégâts, mais en fin de compte, ils ne mettent pas en question, ils ne mettent pas en danger l'existence d'Israël. Or, ce qui s'est passé après le 7 octobre, c'est ce sentiment déjà que Israël est en danger, que l'existence d'Israël n'est pas assurée. L'existence d'Israël n'est pas assurée parce que l'Iran est derrière tout cela, parce que le Hezbollah est bien armé et qu'il a beaucoup plus de soldats que le Hamas, que le Hamas, malgré tout ce qu'on pensait, qu'ils allaient s'amadouer, qu'ils allaient se calmer, etc., au contraire, ils faisaient tout, ils se préparaient à une attaque de grande ampleur. Et donc, ce sentiment qu'en fin de compte, notre vie au quotidien et même en absolu n'est pas assurée. Et que c'est pour ça d'ailleurs que les gens de toutes les régions frontalières se sont été déplacés. Parce qu'une attaque comme le Hamas l'a fait dans la région de Gaza, elle peut se faire dans le nord par le Hezbollah et elle peut se faire partout. Et donc ce sentiment que ta vie quotidienne, qu'à chaque moment ça peut arriver. En fin de compte, je pense que c'était un des objectifs de cette attaque, de remettre en question ce sentiment de sécurité de tous les habitants d'Israël. Et de ce point de vue-là, ils ont bien réussi. Le sentiment de sécurité n'est plus ce qu'il était avant le 7 octobre. Et lorsque l'on lutte pour sa survie, eh ben, on ne légitime pas sur les moyens. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que si tu sens que ta vie est en danger et que tu es constamment menacé, eh ben tu réagis et c'est pas une vengeance, c'est pas une question de vengeance, c'est une question de se défendre,
d'essayer comme ils ont dit, c'est-à-dire d'expulser le Hamas de Gaza. Je ne pense pas que c'est une question de... Écoute, il y a beaucoup de bruit maintenant, mais c'est la pluie. Tu entends le bruit là? On n'entend pas? Voilà, chez moi c'est fort. Voilà, ça y est, c'est un peu calmé. Euh, oui, c'est-à-dire que la réaction brutale de l'armée israélienne, elle répond à ce sentiment que si tu sens que ton quotidien, que ton existence, que ta vie est en danger constamment et constamment menacée, eh ben, tu réagis de manière cruelle peut-être, mais tu veux avant tout assurer ta survie. Et c'est ça qui a changé après le 7 octobre, c'est ce sentiment que nous sommes en menace constante et une menace qui d'un seul coup est devenue beaucoup plus matérielle, beaucoup plus sensible. Alors qu'avant, c'était une menace un peu théorique, voilà, oui, de temps en temps, il y a des roquettes qui tombent, etc. Alors que là, non. Là, c'était des images d'atrocités, des témoignages de personnes sans arrêt, 24 heures sur 24, des témoignages de personnes qui ont vécu cela et qui décrivaient ce qui s'était passé. Et alors la société israélienne a réellement vécu un traumatisme à ce moment-là. Et chacun répond à ce moment-là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il va y avoir, ça va être toute une population traumatisée et ça va même être une génération traumatisée parce que les jeunes qui sont partis, qui luttent à Gaza aussi, ils voient des choses difficiles à supporter. Et ça, c'est d'une part. Mais ce qu'il faut prendre aussi en ligne de compte, c'est que on sent constamment le danger du côté du Hezbollah. Et tout le monde sait qu'avec le Hezbollah, ça sera beaucoup plus difficile, avec des dégâts beaucoup plus grands. Et à mon avis, ce qui se fait à Gaza, c'est une forme de dissuasion pour le Hezbollah. C'est de lui dire, écoute, si tu nous attaques, si vous nous attaquez, c'est ça qui va se passer. Le Liban sera complètement détruit et tous vos chefs seront poursuivis partout dans le monde et vous subirez beaucoup de dégâts. C'est ça l'exemple de Gaza. Moi, je vois ce qui se passe à Gaza aussi comme une forme de dissuasion. Un effort de créer une dissuasion pour tous ceux à qui viendrait l'idée d'attaquer Israël. Israël, il y a plusieurs mouvements terroristes, idéologiques, islamiques, etc., qui prônent la destruction d'Israël, l'Iran en premier. Et Israël sait qu'il ne peut compter que sur sa force de dissuasion. Et ce qui se fait à Gaza en ce moment, c'est essayer de créer un exemple de dissuasion qui refroidirait les autres qui auraient l'idée d'attaquer Israël. Alors avant de poursuivre là-dessus, j'aimerais qu'on aborde les points essentiels du 7 octobre. Donc, où était l'armée, mais où était aussi le gouvernement? Bon, le gouvernement a été surpris. L'impression a été que le gouvernement non seulement a été surpris, mais qu'il ne réagissait pas. C'est ça. L'armée a réagi très rapidement. Dans les 24 heures, tout a changé.
Le gouvernement a décidé d'entrer en guerre. La seule chose qui, à mon avis, enfin pour moi personnellement, ça m'a beaucoup rassuré, c'est le fait que Netanyahou a fait rentrer Gantz et Eisenkot dans le cabinet de guerre. Je voyais très mal Netanyahou avec Gallant, lui aussi, il donne confiance, mais avec les autres membres du gouvernement, mener une guerre. Ils n'ont aucune expérience, ils sont... et tu n'as même pas confiance dans leur jugement, dans ce qu'ils sont capables de faire. Or, le fait qu'il est rentré dans le cabinet, et à mon avis, il le sait très bien, le fait qu'il est rentré dans le cabinet Gantz et Eisenkot, aux côtés de Gallant, qui est le ministre de la Défense, ça a donné une envergure beaucoup plus rassurante du cabinet. Et du cabinet de guerre, et donc de ceux qui mènent la guerre, de ceux qui décident des moyens employés. Alors ça, ça a été... a mis très longtemps avant de se former. Il a mis presque 6 ou 7 jours. Ce cabinet de guerre? Ouais. Oui, c'est possible. Il y a eu possible. Une difficulté aussi. Oui, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas faire rentrer des gens au cabinet de guerre, ils doivent être membres du gouvernement, donc il fallait déjà élargir le gouvernement au parti de Gantz, et puis c'est une procédure. Et ensuite, bon, il y a eu peut-être et puis des pourparlers. Gantz a posé ses conditions. Enfin, il y a eu des pourparlers qui ont pris quelques jours, mais la riposte a été immédiate. La riposte a été immédiate. Peut-être que l'envergure de la guerre, et puis non, il y a eu la riposte par l'aviation. En fin de compte, l'entrée terrestre est venue beaucoup plus tard. L'entrée terrestre est venue une fois que le cabinet de guerre a été constitué. Est-ce que tu peux me parler de la société civile? Parce que pendant que Netanyahou élargissait donc le cabinet de guerre, pendant que l'armée tentait déjà de riposter, il y a quelque chose qui s'est produit dans la société israélienne. Alors ça, c'est aussi... Oui, c'est aussi une caractéristique de la société israélienne. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que la société civile était très forte. Et pour ça que je me disais que même si le gouvernement fait des bêtises ou mène une politique aberrante, un peu ce qui s'est passé avant, la société civile est assez forte pour supporter cela. Et c'est ce qui s'est passé après le 7 octobre. Ce qu'il y avait aussi, c'est que durant la période des manifestations, il s'était formé beaucoup d'organisations de différents bords qui étaient reliés par des réseaux. C'est-à-dire qu'ils étaient tous liés par des réseaux, ils étaient très bien organisés. Ce sont ceux qui disaient où on va manifester, comment on va manifester, dans quelles conditions, etc. Tout cela était lié à beaucoup de réseaux. Et ce sont ces réseaux-là, entre autres, qui se sont mis en marche. Mais pour un autre objectif, sur le fait de qu'est-ce qu'il faut faire, où on a besoin de nous, où y a-t-il des gens qui sont dans le besoin, où y a-t-il des soldats qui ont été mobilisés mais qui n'ont pas les conditions, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de place. Enfin, la société civile s'est organisée très rapidement et c'est vrai que le niveau de volontarisation en Israël est très élevé. Et vraiment, il y a eu beaucoup de réseaux, de groupes WhatsApp où ils disaient, voilà, on a besoin d'une personne avec une voiture qui puisse faire des transports d'ici à là. On a besoin de gens qui puissent procurer, on a besoin de matelas pour pour une unité de soldats.
Enfin, tous les besoins étaient exprimés par Internet. Et tout de suite, il y avait des gens qui réagissaient et qui se proposaient à remplir ce besoin. Il y a eu beaucoup de dons. Euh, mais il y a eu beaucoup de volontaires. Il y a eu beaucoup de volontaires de toutes sortes. Et à part ça, il y a les volontaires de l'agriculture. Parce que déjà, tous les agriculteurs du Hotef-Haza, de la région de Haza, n'avaient plus d'ouvriers, n'avaient plus d'employés. Et une grande partie de volontaires se sont volontarisés pour faire le travail agricole dans cette région. Et ensuite dans tout le pays, parce qu'une partie des travailleurs agricoles en Israël, ce sont des Thaïlandais qui, après le début de la guerre, une grande partie sont rentrés, sont partis. Et beaucoup d'agriculteurs se sont retrouvés sans employés juste à la période de la cueillette. Et là, il y a eu aussi une mobilisation très importante de la société civile et des écoles et des mouvements de jeunesse, etc., qui sont venus et qui ont fait la cueillette chez les paysans un peu partout. C'est vrai que c'était très impressionnant de voir cette quantité de personnes qui se portaient volontaires. Alors il y avait des centres qui recevaient les demandes des besoins et qui retransmettaient directement cela sur les réseaux et les gens qui venaient. Ça s'est organisé de manière spontanée et mais de manière très efficace. Ça a marché. Alors que le gouvernement, on le sentait assez peu. Il a fait un boulot, il a fait son boulot, mais on le sentait assez peu. Jusqu'aujourd'hui, on le sent assez peu. On ne sait pas ce que font les ministres, on ne sait pas ce que font les ministères. Alors de temps en temps, il y a des déclarations sur les dédommagements qui vont être faits, sur les salaires que vont recevoir les réservistes, enfin, voilà. Mais c'est vrai que le gouvernement est assez absent. Les ministères sont assez absents, alors qu'au niveau de la société civile, ça a été très rapide et très efficace. Alors, juste une question sur le volontariat agricole. Moi, j'ai pris plusieurs fois des autobus qui partaient vers le Hotef-Haza. Ces autobus ont été payés quand même par le ministère de l'Agriculture. Ah oui, oui. Je pense, déjà, il y a malgré tout des associations qui ont déboursé aussi, qui ont pris en charge une partie des dépenses. Mais petit à petit aussi, le ministère de l'Agriculture, ça lui a pris du temps, mais lui aussi a organisé de l'aide aux agriculteurs et a commencé à payer les voyages, ça. Oui, les hôtels sont payés par le gouvernement aussi, les hôtels dans lesquels sont placées les personnes déplacées. Mais je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont déjà vu de l'argent ou alors c'est uniquement des promesses ou des décisions. Mais oui, le gouvernement a réagi en fin de compte. Mais on le sent peu. On ne sent pas que c'est le gouvernement qui mène la gestion. On ne sent pas que c'est le gouvernement qui gère toute cette vie sociale et économique du pays. On sent que c'est surtout basé sur des initiatives venues de la société civile. Alors, est-ce que il y a une victoire, on peut dire qu'il y a une victoire aujourd'hui à Gaza, l'armée israélienne ou pas? Est-ce que cette victoire est minée par la question des otages? Non, ce sont deux choses différentes. Dire que, à mon avis, il y aura une victoire à Gaza si réellement le Hamas perd la gestion de cette région. Dire que le Hamas était
le gouvernement, disons, de la bande de Gaza. C'est lui qui avait tout en main. Et il gérait tout. Et puis, il faisait son travail militaire à côté. Et le but, c'était en fin de compte d'éjecter le Hamas de cette région. Si le Hamas, on parle maintenant d'exiler les dirigeants du Hamas dans le cadre de l'effort pour libérer les otages. Donc si tous les dirigeants du Hamas sortent de Gaza et que le pouvoir à Gaza passe à quelqu'un d'autre, ça sera une victoire, à mes yeux. Maintenant, la question est de savoir qui sera ce quelqu'un d'autre. Or, cette question qui est posée régulièrement par les Américains est repoussée tout aussi régulièrement par Netanyahou, pour des raisons qui ne sont pas claires. Il me semble que c'est uniquement ces derniers jours qu'il a accepté malgré tout de discuter du problème dans le cadre du gouvernement. À qui va prendre le relais à Gaza? Il est clair qu'Israël n'en veut pas. Israël n'est pas prête à prendre la gestion de 2 millions de civils. Les pays arabes n'en veulent pas, ni l'Égypte, ni l'Arabie saoudite, ni personne. Et voilà, donc il faut savoir qui va prendre. L'autorité palestinienne ne veut pas, et Israël aussi n'est pas tenté à lui donner, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec l'autorité palestinienne d'ici quelques mois, quand Mahmoud Abbas il a quand même l'âge de terminer son mandat, et on ne sait pas qui va le remplacer. Et voilà, donc à mon avis, c'est le problème crucial aujourd'hui, de savoir qui va prendre en main, qui va prendre en charge cette région, c'est la bande de Gaza, ce qu'on appelle la bande de Gaza. Alors avant qu'on parle de ça, parce que c'est vraiment une question cruciale, mais je voudrais quand même parler du traumatisme des otages, oui, qui est au cœur de la préoccupation de la société civile. Quelles que soient les tendances politiques ou religieuses, le fait d'avoir encore des otages à Gaza crée le désespoir de tous ceux que j'ai rencontrés, et je pense même, peut mettre même en péril le gouvernement. Bon, le gouvernement, je ne sais pas si son avenir est lié aux otages. Même en temps de guerre. Oui. Ouais, Parce que oui. les gens que j'ai rencontrés ont dit, mais pourquoi il n'y a pas eu de tractation pour libérer les otages et puis ensuite attaquer Gaza? Ouais. Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était possible? C'était possible. Enfin, je ne sais pas. C'est des questions où chacun donne son évaluation personnelle, mais en fin de compte, personne n'a les données exactes pour savoir quelles étaient les exigences du Hamas. Et le Hamas, il voulait surtout en tirer un maximum. Un maximum, et il continue à jouer là-dessus. Eux, ils essayent c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris des otages, parce qu'ils savent que le chantage avec Israël, ça marche très bien lorsqu'il s'agit de vie humaine. Et donc, ils essayent d'en tirer un maximum d'avantages. Et bon, le problème, c'est que chacun se met à la place. Cette question de vie humaine en Israël, elle est vraiment sacrée. Dire que tu fais tout pour sauver une personne. C'est ce qui s'est passé avec Shalit. Oui, quand ils étaient prêts à libérer 1000, 2000 Palestiniens terroristes, simplement pour qu'ils puissent revenir. Et là,
On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est... la première vague de libération s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée soi-disant parce que le Hamas n'a pas respecté les engagements à un certain moment. Et, c'est dur de l'extérieur de se mettre à la place des dirigeants. Les dirigeants ont beaucoup plus d'informations que ce que chacun a, ont une image beaucoup plus large du problème, et c'est difficile de donner des conseils simplement de sa petite vie civile, d'habitants, de citoyens, etc. La pression qui se fait, c'est une pression qui est organisée sur le gouvernement pour qu'il fasse un maximum pour libérer. Maintenant, comment ça peut se faire? Personne ne le sait, sauf les gens du gouvernement, les gens qui s'occupent même pas les gens du gouvernement, les gens du cabinet, les gens qui s'occupent de ça. Et enfin, il y a très peu de gens qui s'occupent de cette libération des otages. Et c'est eux qui doivent le faire, personne ne peut le faire. Tout ce que peut faire l'opinion publique, c'est une pression la plus forte possible qui puisse faire, une campagne publique, même dans le monde, parce que la pression peut venir aussi de l'extérieur, des pays européens, des Américains, etc., ou des pays arabes même. Voilà, enfin, c'est un problème très délicat et très, très pénible. On a du mal à s'imaginer comment ces gens puissent supporter cela et dans quel état ils vont revenir. Alors chaque fois, ils parlent. Maintenant, les pourparlers ont au moins repris. Je ne sais pas s'ils vont aboutir ou pas, mais il y a des pourparlers en ce moment, alors qu'ils ont été arrêtés pendant quelques semaines. Très difficile à savoir ce qui va se passer. Alors, encore une question qui hante tous les gens que je connais. Est-ce que la pression exercée par la société civile pour libérer les otages a changé aussi le sort de la guerre? Est-ce que, en fait, le Hamas s'est conforté dans l'idée que, de toute façon, tant qu'il détiendrait les otages, il aurait un atout, une carte maîtresse entre ses mains? Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est ce qui se passe toujours, et puis le Hamas le sait. Il sait que dès qu'il a des otages, il y aura une pression très forte en Israël sur le gouvernement. Ça s'est toujours passé comme ça. Eux, ils connaissent très bien la société israélienne, ils savent qu'il va y avoir une pression. Ils savent que les militaires vont faire très attention dans leurs attaques pour pas mettre en danger les otages, malgré ce qui s'est passé. Et ils profitent de tout cela, ils l'exploitent, c'est sûr. Parce que la guerre aurait été plus rapide s'il n'y avait pas eu des otages? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Il y a beaucoup de moyens de détruire des tunnels, si on n'a pas peur qu'il y ait des otages dedans. Ça aurait pu se faire beaucoup plus rapidement et de manière différente. Et d'ailleurs, la question des tunnels est une question cruciale en Israël parce que il sera aussi très difficile de les détruire complètement parce que comment détruire des kilomètres de réseau sans effondrer complètement la ville de Gaza? Bon, ils ne sont pas obligés de... Enfin, j'ai vu les explosions qu'il y a eu, c'est surtout sur les entrées et les sorties, c'est sur les axes principaux, c'est surtout là-dessus. Mais s'il y a un gouvernement qui n'est pas
qui ne mobilise pas tous ces efforts pour attaquer Israël, alors c'est pas tellement important tous ces tunnels. Ce qui est important, c'est la manière dont ils sont utilisés. Et c'est pour ça qu'une fois que le Hamas ne dirigera plus la bande de Gaza, ne gouvernera plus sur cette bande et n'utilisera pas tous ces tunnels dans un effort militaire, et ben, l'existence de ces tunnels, elle ne représente pas spécialement un danger. Tout ça, ça dépend comment ils sont utilisés. Est-ce que tu crois que Sinoir revient sur Sine actuellement, ce qui va être Ben, je sais exécuté qu'Israël le cherche beaucoup. Écoute, Nasrallah, là, ça fait déjà 20 ans qu'il vit caché au Liban. Il ne sort pas, il n'a pas de... Chaque fois qu'on le voit, c'est par télévision, etc. Il vit caché. Et Sylvain, ce sera la même chose. Soit il vivra caché, soit il sera recherché. À mon avis, il sera recherché constamment. Et ce qui s'est passé là au Liban avec Harari, je ne sais pas comment il s'appelle, c'était un exemple. C'était pour montrer aux autres, voilà, ça vous attend. Et quand c'est Galant qui a déclaré que chaque maire arabe, aux maires de ceux qui ont participé à l'attaque de Gaza, à l'attaque du 7 octobre, sachez que votre fils vit en sursis. Il a fait une déclaration dans ce sens. Et ils ont d'ailleurs comparé ça, on compare ça souvent en Israël à l'attentat des Jeux Olympiques, où les 13 terroristes ont été abattus les uns après les autres pendant 10 ans, je ne sais pas, 8-9 ans. Partout dans le monde, partout où ils se cachaient, en fin de compte, ils ont été abattus. Et c'est l'exemple qu'on donne aujourd'hui pour tous ceux qui ont attaqué le 7 octobre et ceux qui les ont envoyés. Alors, mais est-ce que tu penses qu'ils sont habités par la peur, tous ces dirigeants? Est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent être Ils touchés sentent, ou est-ce ils sentent absolument. À mon avis, ils se cachent bien. Et mais bon, ce sont des guerriers. Ils savent que c'est leur vie, que leur vie sera en danger maintenant jusqu'à la fin de leur jour. Et qu'ils doivent bien faire attention parce qu'Israël arrive à détruire ses ennemis un par un lorsqu'elle le décide. est-ce que la force de frappe du Hamas a été anéantie ou pas en deux Anéanti, mois? je sais pas, il continue à y avoir des alertes, là, il continue à y avoir des roquettes qui tombent de temps en temps. Et puis, d'après ce qu'on raconte, ou ce qu'on voit, c'est que pratiquement dans chaque maison, dans des écoles, dans les mosquées, partout, il y avait un arsenal d'armes. Donc, c'était très dispersé tout ça. Alors, va savoir si tout a été trouvé. Non. Et c'est sûr qu'il y a encore un arsenal assez important qui se trouve là-bas. Mais je reprends cela. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait euh, que le pays soit géré par des gens qui ne veulent pas, qui reconnaissent Israël, qui ne veulent pas détruire Israël, qui ne veulent pas attaquer Israël. Et alors, bon, cet arsenal-là, petit à petit, il ne servira à rien. Alors j'ai encore deux questions parce que il faut, je Oui, oui, vois le temps je qui vois le court et temps. c'est terrible parce que je passerai des heures à t'écouter. Première question, est-ce que tu penses que Israël est ruiné économiquement aujourd'hui? Non, pas du tout. Israël a une économie très forte qui continue à marcher même par ces temps-là, avec toutes les difficultés que ça pose. Euh, D'après des économistes sérieux et importants, ils disent qu'une fois la guerre terminée, ça prendra 2 ans à peu près
à ce qu'Israël se remette à l'état de l'avant-guerre. C'est-à-dire que le côté économique, et ils ajoutent, les économistes ajoutent, à condition que le gouvernement ne fasse pas des bêtises avec la gestion du budget. Oui, mais alors là, la question est tellement profonde que je ne veux même pas l'aborder. Alors ça, c'est une question. La deuxième question, est-ce que Netanyahou, aujourd'hui, pourrait être destitué en pleine guerre? Très difficile à savoir. Très difficile à savoir. D'ailleurs, Netanyahou, c'est un renard très expérimenté. Il sait sortir de situations très problématiques et il utilise tous les moyens, vraiment tous les moyens il est prêt à utiliser pour assurer sa survie au gouvernement. Et je ne sais pas. Troisième question, comment tu expliques comment dirais-je, cet engagement des soldats israéliens à Gaza? Certains ont été blessés, sont repartis à peine guéris pour continuer à se battre. Il y a en Israël un patriotisme très fort. Très fort dans, disons, les 3/4 de la population. C'est ce qui explique le volontarisme, c'est ce qui explique cette fidélité, c'est pas au gouvernement, mais disons à l'État, à l'armée, et ce qu'on appelle l'esprit israélien. C'est-à-dire qu'il y a un grand patriotisme vis-à-vis d'Israël, et ce sentiment que l'on lutte pour notre survie. C'est-à-dire que c'est très différent des guerres qu'il y avait au Liban, ou alors c'était des guerres, ce qu'on appelait des guerres politiques. Ici, tu sens que c'est une guerre pour ta survie. Et quand tu luttes pour ta survie, tu vois ta famille, tu vois tes amis, etc., tu t'engages à fond. Et c'est ça qui explique ce patriotisme et cet engagement réellement à fond. Parce que, en fait, pour la première fois, ils sont rentrés dans le pays. C'est massivement. Oui, bien sûr. Et puis, ils ont fait des massacres de civils, des enfants, etc. Ils ont fait des actes odieux. Et ça s'est passé, c'est-à-dire que c'était une attaque terroriste vis-à-vis de civils. Et c'était délibéré, complètement délibéré. Et il y a une histoire qui court, enfin c'est pas une histoire, c'est des témoignages qui donnent beaucoup à réfléchir, c'est que après ces terroristes du Hamas qui sont rentrés, c'était la première vague. Mais après, il y a eu la population de Gaza qui est arrivée pour voler, pour piller tout ce qu'il y avait. Et puis eux aussi, ils ont pris des otages et eux aussi, ils ont réalisé des actes de cruauté. C'est-à-dire la population, c'était même pas des gens du Hamas mobilisés. Alors tout ça, d'un seul coup, ça te remet en question, ça t'ébranle. Ça veut dire que les gens qui étaient à gauche et qui étaient pour la création, comme de toute façon les kibbutz, Nir Oz, bien sûr, avaient des échanges avec les Gazaouis. Bien sûr. Et tout, est-ce que ça a changé vraiment Mais oui, ça a ébranlé cette confiance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu peux avoir des relations, tu peux avoir des sourires, tu peux connaître personnellement des gens, et puis d'un seul coup, ils se retournent contre toi. C'est-à-dire que c'est toute notre manière de concevoir les choses, toutes nos valeurs, notre manière de penser a été ébranlée parce qu'il s'avère que de l'autre côté, Nigmar.